Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoFort, cette actualité crypto, donc numéro 73. Donc déjà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous allez bien. Et puis également, je vous en profite pour vous remercier encore une fois pour vos soutiens, vos likes, et les abonnés également. Donc la chaîne grossit au fur et à mesure, tout doucement, sûrement. Et donc c'est toujours sympa d'être plus, hein, au fur et à mesure du temps. Donc je vous remercie là-dessus. Et puis sinon, bah, aujourd'hui, hein, comme d'habitude, on va parler du Bitcoin, du VeChain, on va parler également un peu de XRP, il y a des nouveautés là-dessus, et évidemment également un petit peu de VV Digital Collectibles, bah, qui a une annonce de partenariat en plus. Bon. Et également, donc en fin de vidéo, on passera aux actualités crypto plus générales, où il y a des nouvelles assez sympas là. Enfin, sympas, je sais pas, mais en tout cas sensationnelles, ça c'est sûr, qui sont tombées. Et puis également, les actualités économiques sont, alors là, moins sympas, mais là, je vous apprends rien. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Bon, donc écoutez, c'est parti, hein. Je vous invite à vous poser tranquillou, et puis on y va. Donc on va commencer par effectivement un tweet de Whale Panda qui fait référence tout simplement au résumé, hein, vous savez, des sorties et des entrées des flux au niveau des capitaux sur les ETF Bitcoin Spot, donc au fur et à mesure du temps. Et regardez sur le mois d'avril pour l'instant, ça a été un massacre sur la dernière semaine, puisque là nous avons du 24 avril au 1 mai, voire même 2 mai, c'est écrit ici, des sorties uniquement, hein, sur les flux des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Notamment, donc, vous avez même IBIT, c'est-à-dire que même pour la première fois, hein, depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot, même BlackRock, si vous voulez, était en flux sortant sur les ETF Bitcoin Spot. Donc là, ça fait tout à fait écho avec la baisse qu'il y a eu assez phénoménale des prix du Bitcoin. Enfin, quand je dis phénoménal, on a pris quoi? On a perdu entre 10 et 20% sur une semaine. J'ai envie de vous dire, c'est rien du tout, hein, pour ceux qui connaissent vraiment et qui ont vécu, notamment les précédents cycles haussiers et baissiers du Bitcoin, où on avait du moins 20 à moins 30%, voire moins 40% sur des périodes de temps très courtes. Donc là, moins 20% en une semaine, c'est rien du tout pour les guerriers, mais par contre, effectivement, pour ceux qui ne sont pas habitués, ça fait effectivement, hein, un petit pincement au cœur quand vous voyez votre portefeuille se faire flinguer littéralement de 20%. Bon, et donc forcément, il y a eu des impacts, et c'est là où c'est intéressant de noter, parce qu'on pouvait se poser la question à un moment, est-ce qu'il y aurait une corrélation entre les prix du Bitcoin et les flux entrants ou sortants sur les ETF Bitcoin Spot? Eh bien oui, puisque visiblement, quand les prix du Bitcoin baissent, eh bien les flux sur les ETF Bitcoin Spot sont sortants, comme on peut le voir ici sur cette dernière semaine. Bon, donc premier point à noter, hein, tout simplement. Je vais vous passer un petit article également de Coin Tribune. Regardez, donc ETF Bitcoin attire 378 millions de dollars en une seule journée, un record. Et là, c'était au 4 mai. Donc je note qu'on a eu une semaine jusqu'au 3 mai où ça a été vraiment une catastrophe pour les ETF Bitcoin Spot. Et là, sur donc dernier jour, c'est-à-dire hier, on a eu des flux entrants, hein, et donc on a rebattu un record au moment, comme par hasard, où le Bitcoin a repris des couleurs, hein, et a repris entre 5 et 10% sur une seule journée. Voilà, donc on voit vraiment la corrélation, elle est là, c'est sûr et certain. Ensuite, hop, je vous passe un deuxième article, toujours sur le Bitcoin, cette fois un article de journalducoin.com. BNP Paribas achète un peu, hein, de l'ETF Bitcoin Spot au comptant, donc Spot au comptant de BlackRock, notamment IBIT. Voilà, ça date du 2 mai 2024. Et on voit tout simplement qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que les institutionnels, qui étaient peut-être notamment comme les grosses banques, frileuses à la base sur le Bitcoin, et bien grâce ou à cause justement aux gestionnaires d'actifs comme BlackRock qui viennent quelque part adouber et ou faire le cheval de Troie, hein, sur le réseau du Bitcoin. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ça y est, on a tout simplement une adoption de masse, hein, qui est en cours sur, ou qui se prépare sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, puisque on sait toujours que c'est d'abord les institutionnels, les grosses entreprises qui déclarent en fait la course, le lancement à l'adoption de masse, et ensuite c'est les particuliers, hein,
Bon, on est un peu des moutons, hein, j'ai envie de vous dire, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a eu d'abord une phase de préparation mentale et ensuite, malheureusement, hein, on le voit au fur et à mesure de l'histoire, c'est toujours passé comme ça. Bon, ensuite, je continue cette fois donc avec notamment un dernier petit tweet sur le Bitcoin et je trouvais très intéressant. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier hein, ni en investissement, parce que là, je dis ça parce qu'on va aborder les prix du Bitcoin et donc il y a même une animation, vous voyez, avec un tweet de The Bitcoin Therapist qui va justement, à travers une analyse des cycles historiques, montrer une animation des cours du Bitcoin sur le futur. Donc je rappelle bien évidemment que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement et que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif et vous devez faire vos propres recherches, c'est très important. Voilà. Une fois que c'est dit, bah, écoutez, je vais vous passer cette petite vidéo que je trouvais très intéressante, tout simplement. Et vous allez m'en dire des nouvelles hein, en commentaire si vous le souhaitez, ou j'enlève le son. Et regardez, donc en fait, vous avez tout simplement une analyse qui est basée d'abord sur les courbes logarithmiques. Vous voyez, donc on a les prix sur le logarithmique. Et donc vous voyez, c'est carrément une courbe linéaire à la base. Et ensuite, il y a une projection donc, sur 5 ans. Et regardez, donc c'est de 2010 jusqu'à donc 2024 hein, jusqu'à maintenant. Et donc là, on a la courbe historique des prix du Bitcoin. Hein, c'est aventuré jusqu'aux 67 000 dollars le cours actuel. Et quand on se projette sur l'avenir de cette courbe logarithmique dans les 5 ans à venir, eh bien regardez, on projette un prix du Bitcoin. Donc là, regardez, à 1 million de dollars d'ici 2032. Et donc, pour la suite de 2024, regardez, ce sera tout simplement en fait à part jusqu'aux 170 000 dollars, 200 000 dollars. Donc ça peut être vraiment intéressant, hein, cette courbe, puisqu'elle se base tout à fait sur les cycles passés et sur une courbe logarithmique. Et effectivement, c'est vrai que j'ai vu passer pas mal de choses là-dessus, sur ces types de projections. Donc pourquoi pas? De toute façon, est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien, parce que je rappelle que personne n'a de boule de cristal et que même les mathématiques ne sont pas fiables à 100% pour ce genre de prédiction, hein, même si ça donne peut-être un ordre de grandeur visiblement. Mais après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus, votre propre analyse et en fonction de faire vos propres actions. Bien évidemment, très important. Mais je trouvais vraiment la chose très intéressante parce que ça colle aussi un petit peu avec les prédictions de tout le monde, hein, notamment des économistes, etc., qui voient plutôt un Bitcoin à 150 000 dollars. Il y a eu des tonnes d'articles, des tonnes de prédictions faites à ce niveau-là par même des grosses banques, notamment JP Morgan et compagnie. Voilà, donc c'est plutôt assez marrant, je trouvais, de voir ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment à me dire quelle est votre prédiction, peut-être de Madame Irma, à votre sauce, pour qu'on rigole un peu. Bon. Allez, donc après le Bitcoin, maintenant j'ai passé au VeChain, les amis, donc comme d'habitude, hein, avec notamment un premier tweet de Eisen Reich qui fait référence notamment à un article donc de rapideinnovation.io où on parle tout simplement de la blockchain du VeChain, donc VeChain Tor, qui est en fait tout simplement considérée comme une des meilleures blockchains au monde dans tout ce qui est l'adoption du monde réel au niveau de la blockchain. Voilà, tout simplement. C'est assez intéressant cet article puisque de toute façon, hein, il est tout simplement dans la lignée du narratif actuel qui est en train de se profiler, c'est-à-dire le RWA, le Real World Asset. Donc ça inscrit bien le VeChain dans cette position. Pour parler également de la plateforme VBetterDAO, donc je rappelle rapidement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la plateforme VBetterDAO, c'est une plateforme qui a été mise en place il y a quelques semaines par la fondation VeChain pour mettre en place des applications, c'est-à-dire des dApps, en lien avec la traçabilité qui permettent, en échange de l'utilisation de ces applications par les utilisateurs, de récompenser ces mêmes utilisateurs par de la crypto-monnaie. Donc sur la crypto-monnaie, je crois que c'est le B3TR et le V3TO. Enfin, quelque chose comme ça fait très... Et donc, du coup, pour là-dessus, eh bien, Green Card, donc une nouvelle dApp qui a été lancée sur la plateforme là, extrêmement récemment, hein, au 4 mai 2024. Et donc, cette plateforme a pour principe, alors j'ai essayé de la tester, mais elle ne marche pas encore. Hein, donc, manque de peau, hein, c'est pas très, très sérieux ce genre de lancement. Mais en tout cas,
L'objectif de cette nouvelle dApp, c'est vraiment de récompenser les utilisateurs qui prennent en photo quelque part leur facture, donc au niveau des supermarchés, etc., et d'être récompensés en échange par de la crypto-monnaie. Mais ça ne marche pas encore, je le dis. Donc après, peut-être que vous pouvez l'essayer, parce que c'était mon portefeuille à moi ou mon portable à moi qui ne marchait pas, mais de mon côté, ça ne marche pas. Donc, vous n'hésitez pas à me dire également, pour ceux qui utilisent déjà VBTRDAO pour d'autres applications, euh, me dire si vous avez essayé Green Card et que ça marche, eh bien, j'aimerais bien le savoir. Je suis très curieux de connaître un petit peu cette dApps. Voilà. Bon, ensuite, je continue avec les autres nouvelles, donc notamment avec un nouveau partenariat. Alors, c'était déjà un partenariat qui a été régulier tous les ans et qui a été renouvelé cette année entre la Fondation VeChain et donc le Internazionali BNL d'Italia qui est en fait focus sur le tournoi de tennis, hein, en Italie. Et donc l'année dernière, VeChain était déjà partenaire donc, pour la 79e édition de International BNL d'Italia, avec notamment, souvenez-vous, les NFT qui étaient en lien avec les raquettes de tennis, euh, et également le trophée qui avait été soulevé par Novak Djokovic l'année dernière. Bon. Donc là, visiblement, le partenariat est renouvelé pour cette année. Ensuite, voilà, très intéressant, on atteint un peu le lourd, c'est notamment un tweet de la Fondation VeChain où fait référence simplement au RWA, qui est en train d'être le nouveau narratif, hein, tout simplement, de ce bull run. En tout cas, après, est-ce que ce sera sur le très long terme? Ça reste à voir, mais en tout cas, pour ce bull run, c'est un des narratifs auprès de l'intelligence artificielle et du DePIN également, puisque là, il fait référence simplement à un article de CoinDesk où il est noté que BlackRock est en train tout simplement de construire un fonds lié à la tokenisation des actifs, donc lié au monde réel, c'est-à-dire le RWA, Real World Asset, et qui est devenu tout simplement le plus large au monde, ce fonds, avec donc un prix de 375 millions de dollars et qui a dépassé notamment son rival Franklin Templeton. Voilà, donc le fonds de tokenisation RWA de BlackRock est dans sa catégorie, en tout cas le plus gros du monde désormais. C'est officiel depuis le 1er mai, si je puis dire. Donc ça veut quand même dire, hein, quand je vous dis qu'on est dans un narratif effectivement en plein essor, eh bien ce n'est pas pour rien, c'est que BlackRock est tout simplement en train de pousser ce narratif, hein, vers le haut de, eh bien des vagues, hein, si je puis dire. Enfin, bref. Voilà les amis, bon allez je passe à la suite, c'est-à-dire à VV Digital Collectibles et notamment donc dans le cadre du partenariat entre VV Digital Collectibles et Assassin's Creed Origins, enfin et Ubisoft plutôt, et bien on a ça y est le drop de figurines d'Assassin's Creed en version animée comme vous pouvez le voir ici et que ça sortira donc aujourd'hui, en fait c'est déjà sorti aujourd'hui au 5 mai. Bon, donc on voit que ça continue à envoyer du drop sur l'application VV. Libre à vous d'aimer ou pas ce genre de choses, mais c'est plutôt intéressant ce qui se passe, parce que je rappelle que derrière ce sont des NFT et c'est lié à la réalité augmentée, donc dans le narratif du métaverse peut-être futur, avec les casques, notamment d'Apple, Vision Pro, etc. Bon, allez, je continue avec le prochain article, notamment de Guggen News. Donc là, c'est un article plutôt sud-coréen et c'est pas étonnant, puisque quand on voit la nature de l'article, c'est tout simplement une annonce d'un partenariat entre VV Digital Collectibles et YG Entertainment sur tout ce qui est les idoles K-pop, notamment, vous savez, en Corée du Sud, il y a une vraie... là-bas, ils sont tous obsédés par les idoles K-pop et les groupes de chanteurs, hein, de ce genre-là. Bon, pourquoi pas ça? Ça date du 2 mai 2024. Donc le partenariat est tout récent et donc va peut-être marquer un tournant également dans l'aspect musical pour VV Digital Collectible. Bien sûr, ça reste à voir, hein, mais ce serait logique puisqu'on a fait avec VV Digital Collectible, on a fait la réalité augmentée, les figurines 3D en version animée, les comics, donc c'est-à-dire la lecture, donc en NFT de livres, si vous voulez, la transformation des livres en NFT qui sont en plus lisibles en version 3D. Et donc, pourquoi pas, ce serait la logique de continuer vers derrière la musique, pourquoi pas les livres audio, les livres normaux, etc., les romans. Voilà, donc c'est un nouveau pas franchi par VV Digital Collectible dans cette voie
de développement de leur licence. Bon, je continue, hop, avec cette fois Ripple. Alors Ripple, on va continuer là, ici sur Twitter d'abord. Donc Ripple et le XRP donc, sont heureux, excités même, ils le disent ici, hein, d'annoncer un nouveau partenariat entre Ripple, HT Group et le groupe SBI. Donc c'est SBI, je rappelle, c'est un regroupement de banques japonaises qui vont utiliser la solution du XRPL pour tout ce qui est la finance en termes de logistique, c'est-à-dire justement les paiements transfrontaliers, hein, puisque c'est le cœur même et l'essence même du XRP, c'est d'assurer les paiements transfrontaliers avec une rapidité record et des coûts moindres, bien évidemment. Voilà, donc vous voyez dans le milieu des entreprises japonaises. Donc là, on a vraiment du lourd qui se passe au Japon et c'est très intéressant ça, cette partie-là. Quand on voit d'ailleurs, quand on va en parler en fin de vidéo, eh bien l'état catastrophique du yen japonais, hein, face au dollar qui est en train de se faire tout simplement battre à plat de couture dans tous les sens. Bon, on en parlera juste après. Et ensuite, donc je continue avec un autre tweet, cette fois de Jack The Rippler, hein, qui est à fond lui sur le XRP. Pour le meilleur et pour le pire, il faut trier un petit peu, hein, ce genre de nouvelles, parce qu'il y a des personnes qui sont très pro crypto, mais qui font pas la différence, sont pas vraiment objectifs. Et donc, dans ce cas-là, ben, Jack The Rippler annonce simplement une petite vidéo où on voit Michael Harrington qui explique tout simplement, donc de Harrington XRP Capital, qui sont arrivés à simplement bouger 50 millions de dollars de valeur de XRP au sein de leur entreprise en seulement 2 secondes et ça a coûté seulement 30 centimes. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on devait faire ça dans les réseaux Swift bancaires ou même avec le Bitcoin, bouger une telle somme, même avec le réseau Swift bancaire, ça ne prendrait certainement pas déjà 2 secondes et encore moins 30 centimes de frais de transaction. Là, on serait plutôt, on mettrait quelques zéros juste derrière, minimum, hein, quelques zéros, je suis gentil. Voilà, donc on voit la révolution du XRP, c'est bien, et bien justement de révolutionner donc les réseaux, les transactions transfrontalières. Et donc pour calmer un petit peu tout le monde également dans l'essence du XRP, je vais vous montrer, hop, voilà, un article de Be In Crypto et donc l'avis d'un expert qui explique seulement un expert du trading que selon lui, le XRP de Ripple est une crypto morte. Et donc, objectivement, eh bien, c'est intéressant de voir toujours des avis, vous savez, divergents, hein, parce que l'objectif devrait être justement objectif sur la nature d'un projet pour pouvoir rentrer au bon moment et sortir au bon moment en cas de pépin. Et donc là, pour ça, ça m'a interpellé quand j'ai vu ce titre. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il raconte, ce trader? Et en fait, lui, il parle surtout de l'aspect de prix. Il ne parle pas de l'essence même du projet, ce que j'ai trouvé très dommage. Donc, du coup, il est tombé dans le piège, selon moi, cet expert, de uniquement se baser sur les prix de la crypto-monnaie. Et donc, comme il explique depuis 2018, le prix du XRP n'a pas bougé, selon lui, cette crypto-monnaie est morte. Donc c'est très intéressant de voir que dans un sens, il a raison, puisque si on a une fluctuation qui est quasiment inchangée sur le XRP ou dans un range précis, on peut même presque dire que c'est du stablecoin, mais c'est dommage de cataloguer cette crypto-monnaie-là comme morte sans regarder derrière ce qu'elle apporte. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je peux reprocher, hein, dans ce point de vue-là, mais sinon, effectivement, les faits sont là, le prix du XRP n'a pas bougé en fait depuis 2018, si on en reste très, très factuel, hein. Voilà. Donc, est-ce que ça peut vouloir dire que ça ne bougera plus jamais? Eh bien, la question et la réponse, je ne la connais pas. Je n'ai pas de boule de cristal, bien évidemment, mais on peut se poser la question, puisque depuis 2018, il ne s'est rien passé. Effectivement. Mais si on s'en base et si on essaye d'observer les événements géopolitiques et également justement les faits que désormais on a peut-être de plus en plus de chances que le XRP soit utilisé à l'échelle mondiale pour concurrencer le réseau Swift ou pour backup le réseau Swift, pourquoi pas, et bien alors on aura peut-être des mouvements sur le prix du XRP. Voilà, là aussi je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, je continue en sachant également que je n'ai pas de nouvelles sur le procès, vous savez, et forcément qui rentre en ligne de compte, hein, dans ce cadre-là, ce que je viens de vous dire, entre la SEC, le gendarme boursier américain, et le XRP,
puisque donc c'était le 6 mai, je crois, qu'il y avait normalement qu'on doit attendre des rebondissements dans cette affaire, et notamment la réponse de la SEC ou de Ripple sur les documents donc à transférer au juge. Voilà, donc on est encore en pleine bataille juridique et ça devrait durer au minimum jusqu'à fin juin. Donc en tout cas pour classifier vraiment les documents, etc. Et enfin, normalement, d'ici la fin d'année 2024, on devrait avoir peut-être, enfin, j'espère en tout cas, comme tout le monde, hein, on l'espère tous, une conclusion à la saga épique d'un procès épique sur une crypto-monnaie épique, hein, comme on peut le voir, hein, clairement. Allez, je continue cette fois avec les actualités, donc crypto plus générales. Alors, on passe au sérieux, donc c'est-à-dire là j'ai un premier article de cryptost.fr, donc Tether USDT s'associe à Chain Alizis pour surveiller toutes les transactions. Donc là voilà, on est dans l'ère de l'adoption de masse des crypto-monnaies, on l'a vu avec les institutions, hein. Je vous ai montré les articles déjà depuis un petit moment, qui adoptent le Bitcoin de façon diverse et variée, que ce soit par les ETF ou même en achetant directement du Bitcoin. Et on a également l'arrivée des gouvernements et bien sûr des taxes, hein, toujours plus, et de la lutte contre la fraude, entre guillemets. Je mets bien les petits guillemets, puisqu'on sait bien que le secteur des crypto-monnaies et de la blockchain est désormais eh bien, un des moins corrompus peut-être au monde, hein, quand on fait référence au montant de fraude liée au secteur des cryptos et qu'on compare avec le secteur bancaire ou des monnaies fiat, forcément, c'est pas pareil. Mais bon, voilà, on reste sur cette position forcément de cliché pour la plupart des gens, j'ai l'impression. Et donc, forcément, c'est dur de faire changer ces clichés. Mais ça va changer puisque avec l'arrivée justement de ce genre de surveillance sur toutes les transactions, eh bien, on va en fait transformer la blockchain et tout ce qui est les flux de capitaux, donc aux crypto et liés au stablecoin, puisque là on parle de Tether, hein, je rappelle que c'est un stablecoin, eh bien on n'aura plus aucune transaction au monde qui seront, qui échapperont notamment aux autorités réglementaires. C'est écrit ici, et surtout aux États-Unis par ailleurs, hein, parce que la pression réglementaire est de plus en plus palpable, comme le dit l'article de cryptost.fr. Bon, donc on voit que les gouvernements exercent de plus en plus de pression, hein, à l'échelle mondiale sur cet aspect-là. Ensuite, j'ai un article de Coin Academy, le partenaire de BlackRock dans la stratégie RWA Securities lève 47 millions de dollars. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que, notamment quand je fais référence à VeChain, c'est que là, on a un vrai narratif qui est en train d'émerger, c'est le RWA, puisqu'on a BlackRock qui met le paquet, notamment avec en plus ses propres partenaires en Securities là-dedans. Donc Securities, entreprise de tokenisation des actifs réels, a levé 47 millions de dollars en un tour de financement dirigé par BlackRock visant à tokeniser les marchés des capitaux avec la blockchain. Plutôt intéressant en tout cas de voir ce genre de nouvelles. Je continue toujours dans les actus crypto, un article de Cointelegraph France. MicroStrategy lance une solution d'identification décentralisée basée sur le réseau Bitcoin. Là, ça date du 2 mai 2024. Très intéressant. Donc, je rappelle que MicroStrategy, c'est l'entreprise qui avait été fondée par Michael Saylor, hein, qui est un pro Bitcoin dans tout ce que vous voulez, qui lui, pour lui, la crypto-monnaie, il y a une seule crypto qui existe, c'est le Bitcoin. Tout le reste, des shitcoins. Il n'y a pas d'altcoin pour lui. Donc, Michael Saylor, justement pro-Bitcoin maximaliste, eh bien, vise justement, et ça fait un petit moment qu'il est avec ce projet-là, visiblement, de décentraliser à travers une messagerie ou même un système d'identification et de rendre quelque part le pouvoir au peuple, puisqu'à travers cette solution d'identification décentralisée, basée sur le réseau du Bitcoin, eh bien, il vise à rendre possible le pseudonymat, si vous voulez, des identités, hein, sur Internet. Voilà. Donc, on avance à un moment où en plus, on a également de moins en moins d'anonymat et de pseudonymat sur l'ensemble des blockchains, hein, qui existent dans le monde, puisqu'on a les gouvernements qui se chargent bien évidemment avec la réglementation d'empêcher des systèmes trop pseudonymisés d'émerger. Voilà, donc avec MicroStrategy, qui est une grosse société, hein, je rappelle, qui notamment est possédée en partie, me semble, donc, par BlackRock. Son BlackRock a
actions un peu partout, hein, eh bien, je me pose la question de savoir qu'est-ce que va donner vraiment cette solution et si elle va vraiment pouvoir être établie un peu partout dans le monde sans de contraintes réglementaires. Ça, c'est une très bonne question, à moins justement que ce soit en fait là aussi un cheval de Troie qui permet au contraire de stocker les identités des portefeuilles et en fait de renseigner en aparté le gouvernement, pourquoi pas. Voilà, là, honnêtement, je ne sais pas, je m'avance un peu, mais je peux me poser la question quand je vois la pression réglementaire des États sur cet aspect-là. Ensuite, maintenant on va passer aux actualités économiques, les amis. Et là, accrochez-vous. On a des choses à dire, donc assez étonnant, assez paradoxal, puisque là, regardez, l'INSEE, c'est une bonne nouvelle, donc, qui annonce en avril 2024 les prix à la consommation augmentent de 2,2% sur un an. Donc là, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on est très proche, enfin, en tout cas selon ces chiffres de l'INSEE, des chiffres officiels des banques centrales européennes voulus. Que je rappelle que l'objectif d'une banque centrale, de toutes les banques centrales dans le monde, c'est de ramener une inflation automatiquement à 2% par an. Donc là, nous sommes très proches de l'objectif optimal de toutes les banques centrales au niveau mondial. Et donc, nous, comme nous sommes en France, eh bien, notre banque centrale française est contente, entre guillemets, sur ces chiffres-là. Après, le problème, c'est que on a ce chiffre et puis on en a d'autres. Et puis surtout, on a ça. Par exemple, là, j'ai un article de Les Échos qui date justement d'il y a quelques jours et le gouvernement va s'attaquer à la shrinkflation. L'inflation masquée en supermarché. Donc en fait, je vous montre enfin, je vous rappelle ce que c'est la shrinkflation. C'est tout simplement le fait que plutôt que les entreprises, plutôt que de faire baisser les prix de leurs produits enfin, de faire monter plutôt les prix de leurs produits dans les supermarchés, et donc de causer une inflation et donc qu'on ait les consommateurs qui soient confrontés à une hausse des prix, et même mentalement c'est plus dur, et bien plutôt que de faire ça, elles ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elles ont stabilisé les prix de leurs produits, mais en réduisant la quantité des produits. Donc, si vous comparez notamment un Big Mac dans les années 1980, eh bien, ils sont le double des Big Mac actuels aujourd'hui sur le marché vendus par McDonald's, par exemple. Ça, c'est de la shrinkflation, et en plus, ils sont plus chers. Voilà, donc là, c'est la totale. Mais non, là, la shrinkflation, c'est vraiment ça. Donc, c'est assez étonnant de voir que le gouvernement veut s'attaquer à la shrinkflation. Donc, ok, on est en train de juguler l'inflation, mais en fait, on est en train de se rendre compte que d'un autre côté, tous nos produits qu'on vendait, enfin, qu'on achetait avant avec une certaine quantité, eh bien, sont en train d'être réduits en termes de taille et de quantité. Donc là, c'est une autre forme d'inflation qui est difficilement mesurable, mais vous l'avez compris, hein, et c'est pour ça peut-être que le gouvernement veut s'attaquer à ce phénomène qui est qui a explosé entre 2022 et 2024. C'est pas tout, donc là j'ai un autre article hop, de Capital, donc l'inflation, les prix à la consommation repartent fortement à la hausse en France. Donc les prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, ont bondi de 0,6% en France et en zone euro. Donc il faut savoir que là on a une inflation qui est passée de 2,4% ou 2,6% entre mars et passé à 2,2% en avril, donc c'est une bonne nouvelle. Sauf que en parallèle, en fait, on a une augmentation par contre des prix à la consommation, enfin des prix à la consommation entre-temps, de 0,6%. Donc ça veut dire que la baisse de l'inflation, elle est liée de façon plus globale à d'autres secteurs, peut-être même les services ou alors l'énergie, etc. Voilà, mais les prix à la consommation, eux, repartent à la hausse. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, puisque derrière, notamment cet article, et l'économiste Marc Toiti, président de l'ACDEFI, lui prévoit même enfin, une relance de l'inflation, malheureusement, d'ici les prochains mois à cause du contexte économique et surtout géopolitique. Donc c'est pas fini. Nous avons, selon lui, une pause, on va dire, positive. Quoi qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas trop comment les entreprises ont géré la shrinkflation. C'est pour ça que je vous ai mis l'article de Les Échos sur la shrinkflation, pour comprendre. Et voilà, donc on n'est pas sûr d'être vraiment sorti de l'auberge à ce niveau-là, surtout quand maintenant je vous montre hop, le dernier article pour la route de latribune.com. Malgré le rebond de l'inflation, la Fed maintient ses taux inchangés et écarte une hausse. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, ça y est, l'inflation repart à la hausse, c'est officiel, et donc c'est pour ça que vous avez prévu à la base de baisser leur taux entre mai et juin. Et là, déjà, la Fed est en train de préparer les esprits à dire peut-être, on ne va pas baisser les taux.
Donc ils écartent une hausse, en tout cas c'est sûr, et encore heureux, parce qu'on n'est pas loin de la récession officielle, même si on se doute qu'elle est officieuse quand on regarde les chiffres, mais en tout cas officiellement ils n'osent pas le dire encore. Mais si on a une nouvelle hausse des taux directeurs, alors là c'est sûr, ça va être le boxon sur l'économie mondiale. Voilà. Donc la Réserve fédérale américaine a maintenu mercredi ses taux inchangés à l'issue de sa dernière réunion, faisant état d'absence de progrès récents sur le front de l'inflation. Voilà, mais a annoncé qu'elle commencerait en juin à réduire moins vite le volume d'actifs à son bilan. Donc là, on rigole parce que réduire moins vite, bon, ça veut dire, en gros, ils essaient de limiter la casse avec des mots empoulés, hein. Bon, un peu ça. La date du 1 mai 2024, cet article. Voilà. Et je vais vous montrer, hop, maintenant pour finir la vidéo, je vais vous remontrer la courbe de l'or par rapport donc à l'euro, regardez, et donc actuellement nous sommes à 2141 euros à l'once. Donc l'once d'or, je rappelle que c'est 31 grammes à peu près. Et donc quand on regarde au kilo, vous allez voir, ce sera plus sympa. Et bien là, on voit qu'effectivement, on a la même courbe, hein, forcément, et que le cours de l'or est en fait actuellement à 68 835 euros le kilo. Et quand on voit le cours sur 20 ans, on hallucine, hein, bien évidemment, puisque en 2005, nous étions à autour des 10 000 euros le kilo d'or. Et là, aujourd'hui, nous avons eu une explosion, hein. On est passé de 60 000 en décembre 2023 à 70 000, 73 000 avec un record en avril 2024. Donc quelques mois. Donc là, ça rebaisse un petit peu, mais on imagine que ça va remonter tout simplement parce que c'est lié au contexte géopolitique, économique, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Et donc on voit tout simplement que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les monnaies fiat qui sont en train de se faire exploser par rapport à l'or. Donc c'est pas l'or qui explose en termes de valeur intrinsèque, c'est juste que c'est les monnaies fiat qui diminuent, qui baissent en termes de valeur par rapport à l'or. C'est pour ça qu'on a au fur et à mesure du temps tout simplement une explosion de la valeur de l'or, surtout par rapport à l'euro, puisqu'on sait que l'euro a perdu 20% en 20 ans de sa valeur par rapport au dollar. Donc imaginez par rapport à l'or, hein, ce que ça signifie la baisse de l'euro comme ça. Donc nos monnaies fiat, et c'est lié forcément à l'inflation que nous avons vue entre 2022 et 2024, c'est que on a aussi en plus des facteurs, je rappelle, hein, géopolitiques qui conduisent à booster l'inflation, on a aussi un problème avec nos monnaies fiat qui sont en train de perdre de la valeur. Et on le voit quand on voit la courbe de l'or. Et si je vous dis ça, c'est également parce que je vous montre, là je suis sur un article de sur boursorama.com, et là je vous montre tout simplement le cours du dollar par rapport au yen japonais. Regardez le délire. Si je le mets sur 10 ans, eh bien regardez, là on a le dollar qui a explosé, le yen, hein, tout simplement, au point qu'en 10 ans, nous sommes en fait à plus 50% quasiment de hausse du dollar par rapport au yen japonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le yen japonais a perdu 50% de sa valeur par rapport au dollar en seulement 10 ans. Et donc, eh bien, imaginez la courbe de l'or au Japon, eh bien, elle est en train d'exploser parce qu'en fait le yen est en train de s'effondrer. Simplement. Donc on voit qu'il y a un vrai problème aujourd'hui avec les monnaies fiat de nos gouvernements et qui sont fortement liés en fait à l'état économique, hein, à la santé économique de nos pays qui sont ultra endettés et donc eh bien, ultra fragiles dans ce sens. Après, je rappelle les amis, je n'ai pas la science infuse, que forcément, eh bien, chacun doit se faire son opinion, ses recherches, etc. Et que on est tous libres d'avoir notre pensée et nos avis d'opinions divergentes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, donc ce sera tout, hein, pour cette vidéo aujourd'hui, de cette actualité crypto-économique également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça là dans les commentaires, à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner également, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de monde sur la chaîne. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, hein, on refera le même point, alors peut-être d'autres cryptos entre-temps et tout. C'est vrai que j'ai moins de temps en ce moment, hein, parce que je travaille toute la semaine, enfin j'ai beaucoup de boulot, donc j'essaye de faire au mieux. Peut-être le dimanche, on fait ça le soir un peu aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, je reste là, hein, et voilà. Allez,
Je vous souhaite une très bonne semaine. La bise, ciao.